11 mars 2012, un militaire est retrouvé gisant dans une mare de sang sur un parking de Toulouse. Les enquêteurs pensent tout d'abord à une altercation ou à un vol qui a mal tourné. Mais 4 jours plus tard, c'est à Montauban que 3 autres militaires sont attaqués par un homme en scooter. La piste terroriste commence à être évoquée, jusqu'au lundi 19 mars, ce jour où la France bascule dans l'horreur. Dimanche 11 mars, en début d'après-midi, la brigade criminelle de Toulouse est contactée par le service de permanence. Un homme vient d'être abattu sur le parking d'un gymnase. Tout fait penser à un acte crapuleux. Les témoins disent avoir entendu 2 coups de feu avant de voir l'agresseur s'enfuir en scooter. Règlement de compte ou vol avec violence. Le tireur a ramassé les douilles. Rapidement, l'arme du crime est identifiée, un Colt 45, modèle utilisé par les soldats américains lors du débarquement. Imad Imziaton, la victime était un militaire. Il souhaitait vendre sa moto et avait d'ailleurs précisé son statut dans l'annonce du site marchand. Le soldat parachutiste n'a pas d'amis connus. Il a une vie professionnelle exemplaire, une vie privée sans histoire. Alors qui a tué le jeune homme et pourquoi ? Le 15 mars, 3 militaires du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban se trouvent à quelques mètres de leur caserne. Abel Chenouf, Mohamed Legouad et Loïc Libert retirent de l'argent à un distributeur lorsqu'un homme en scooter surgit et exécute froidement les 3 camarades, les uns après les autres. Loïc Libert survit, mais il est grièvement blessé. Des militaires une fois encore. Malgré l'absence de revendications, l'hypothèse terroriste commence à naître dans l'esprit des enquêteurs. Une équipe de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire est dépêchée sur place. La police scientifique se penche quant à elle sur la balistique. Une balle est retrouvée dans la boîte crânienne de l'une des victimes de Montauban. L'arme utilisée pour attaquer les 3 hommes du 17e RGP est bien celle qui a mis fin au jour d'Imad Imziaton. Face aux cibles qu'il représente, instruction est alors donnée aux militaires de ne plus sortir en uniforme. À Montauban, tout a été filmé par les caméras de surveillance de la petite zone commerciale. Les enquêteurs y découvrent les premières images du tueur. Il est casqué, vêtu d'une veste noire et semble porter sur sa poitrine une caméra embarquée. Mais un détail oriente les policiers. Le mystérieux tueur utilise un scooter T-Max nouvelle génération. Depuis sa mise en vente, seuls 32 exemplaires ont été vendus à des particuliers. Or, l'un de ces modèles a justement été volé le 6 mars dernier, quelques jours avant le premier meurtre. Les enquêteurs épluchent aussi les réponses à l'annonce postée par la première victime, Imad Imziaton. Il y indique clairement sa qualité de militaire. Cette mention aurait-elle attiré son meurtrier ? 574 adresses IP intéressent les enquêteurs. L'une d'elles est au nom de Zulika Aziri. En parallèle, la Direction centrale du renseignement intérieur, ex-DGSI, établit une liste de suspects liés au terrorisme. Lundi 19 mars, le pays plonge un peu plus dans l'horreur quand vers 8h du matin, devant l'école Ozar Hatorah de Toulouse, un homme tue en quelques secondes Jonathan Sandler, un enseignant, ses enfants Harry et Gabriel, âgés de 6 ans et 3 ans et demi, ainsi que Myriam, 8 ans, la fille du directeur de l'école. Les jeunes victimes ont cette fois un profil bien différent. Les images de vidéosurveillance font apparaître une nouvelle fois un tueur sur un T-Max. Mais ce dernier est blanc, alors qu'aucun modèle de cette couleur n'a été commercialisé. L'enquête s'oriente vers les garagistes. Le véhicule a certainement été repeint. Une tuerie tous les 4 jours, tout le monde craint de nouveaux crimes. La France est en alerte. 2 noms ressortent de l'analyse minutieuse des fichiers de la DCRI. Abdelkader Merah et son frère Mohamed. Ce dernier est connu pour radicalisation après avoir voyagé en Afghanistan puis au Pakistan. Ils sont les fils de Zulika Aziri. Rappelez-vous, la propriétaire de l'adresse IP, d'où une réponse à l'annonce d'Imad Imziaton a été envoyée. Le 20 mars 2012, pour la première fois en France, le plan Vigipirate est élevé au niveau écarlate. 14 unités de CRS et gendarmes mobiles quadrillent la région de Toulouse. Les recherches côté scooter avancent. Un concessionnaire signale avoir repeint un T-Max en blanc pour le compte d'un certain Merah, dont il ignore le prénom. Le juge des libertés et de la détention autorise les policiers du RAID à interpeller les frères Merah au milieu de la nuit. Si Abdelkader n'oppose aucune résistance, il en est tout autrement pour son frère Mohamed. Le siège de son appartement durera plus de 30 heures. La riposte du terroriste est violente. Il est lourdement armé. Un négociateur entame une conversation. Merah reconnaît avoir tué les militaires et les enfants. Il explique vouloir maintenant tuer des policiers. Il ajoute regretter de ne pas avoir fait plus de morts. Ses cibles étaient choisies. Le 19 mars, il s'est tourné vers l'école juive car les militaires qu'il avait décidé de tuer ce matin-là n'étaient pas chez eux. Au négociateur, Mohamed Merah indique ses planques, le scooter, puis les armes sont retrouvées. Des caméras embarquées sont également découvertes. Tous les meurtres ont été filmés.
Après avoir annoncé vouloir se rendre, Mohamed Merah change d'avis et attaque les policiers du raid. Plusieurs opérateurs sont blessés. Alors que le terroriste tente de sortir par son balcon en tirant sur les policiers, il est abattu par un sniper. Son frère Abdelkader sera jugé pour association de malfaiteurs en raison de l'assistance qu'il a apportée à Mohamed. En appel, il sera condamné à 30 ans de prison. Loïc Libert, unique victime survivante de Mohamed Merah, est aujourd'hui lourdement handicapé.